Ouais, je viens de voir que du coup Blast sort un entretien sur justement la fabrication de la misogynie, super intéressant d'ailleurs. Bon, je suis en train de sortir une vidéo qui du coup a prévu de développer un quadriptyque. Celle-ci est une introduction contemporaine, mais qui va s'appuyer sur un triptyque plus profond, qui va appuyer tout le reste de ce que j'estime être les déclinaisons nécessaires des différentes métadiscipline qu'il s'agit pour moi de harmoniser, de déperversifier, décrypter pour les re-rendre cohérentes d'ensemble dans une pleine acceptation parfaitement cohérente filiale. Et donc on y viendra, ça va sortir. Et donc forcément, j'ai à répondre un petit peu sur Kubrick parce que c'est une figure à laquelle publiquement je suis pas mal associé de mon propre fait, de mon propre chef, et pas parce que j'ai envie de dire c'est comme si c'est comme ça, c'est parce que il me semble que là, si le reste de l'émission est parfaitement intéressante, moi j'ai deux objections à faire. J'en ai une sur Eve et la soi-disant culpabilité d'Ève. Je pense qu'il y a une surinterprétation de la lecture biblique à ce niveau-là, qui est la dérive de l'aporie en fait anthogénico-emphatique progressive de l'Église catholique romaine par rapport à la véritable signifiance pleine et entière de la chrétienté. Mais j'y reviendrai, donc j'ai pas appuyé là-dessus. Je suis d'accord sur la misogynie résiduelle pseudo-sacrale et pseudo-canonicisé qui renforce la dynamique de légitimation de la violence contre les femmes aujourd'hui, ça je suis parfaitement d'accord avec, mais justement je veux revenir sur la véritable signifiance originelle, vraiment de référence, du texte lui-même, dans ses différentes traductions en plus, qui renforcera, je le pense, ma thèse, en tout cas c'est ce que je vous propose de regarder, c'est pas pour l'approprier, c'est pour solutionner le problème justement. Mais par contre, celle de Kubrick, là, je pense qu'il y a une erreur, sans vouloir être méchant. En rien, ça ne dégrade le reste de l'exposé, fort intéressant, fort pertinent d'ailleurs. Je veux dire, concluant sur bien des axes, il y a pas de souci. Mais sur ce détail-là, j'ai une réponse, j'ai une objection à apporter parce que justement, il me semble que là, il y a eu une interprétation trop légère par rapport à la véritable euh, volonté justement de faire expérientier le problème au spectateur plus que de le démontrer. Ça a été la subtilité de Kubrick. Donc, je vais prendre mon petit bâton de Gandalf, et du coup, je fais ça rapidement parce que voilà, c'est encore une fois, je veux pas que ce soit déplaisant. Je veux aller direct à l'efficace. C'est une façon de rendre la chose agréable. Du coup, euh, en fait, pour moi, c'est le système en fait expérientiel qui prône au moment de Shining parce que c'est le sujet lui-même en fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans 2001, c'est de l'espace, son volet purement de la dérive purement hyper technocrate, ou le volet de la perversité d'emprise, de jouissance, d'esclavagisation de pouvoir comme dans les White Shut. Là, on est vraiment en fait sur cette zone floue de l'influence en fait du paranormal. Donc c'est comme ça qu'il a voulu le traiter, d'où tout le travail sur le rapport entre le huis clos, le steadicam et l'aberrationalisation de l'espace, le labyrinthisme euh, résonnant entre le labyrinthe et la spatialité propre de la configuration des trajectoires, et donc forcément de la configuration architecturale à l'Overlook. Alors, déjà, l'œuvre de Kubrick, c'est un tout cohérent. Depuis le début, Kubrick c'est 200 de QI, c'est une ingénierie de la technicité cinématographique elle-même repoussée tout le long de sa carrière. C'est vraiment le James Cameron de son époque sur le plan technique et sur la co-cohérence entre Tu vois, j'ai fermé un petit peu l'obturateur. Parce que vu que j'ai mis du 200 à 1 avec la lumière. le niveau d'aboutissement de l'écriture et celui en fait de la réflexion sur le procédé technique de cinématographisation. Et donc, dans justement Shining, c'est l'objet de l'hyperfluidité, de la flottance du point de vue. C'est-à-dire que c'est pas un point de vue qui est plénipotentiaire, omnipotent, c'est un point de vue qui est omniperceptuel. C'est-à-dire que tout le dispositif, c'est de démontrer
la dissolution progressive à cause de l'écrasante en fait inertie de la reproduction, de la reproduction, de l'aliénation comportementale du père de Jack Torrance. Par l'épicycle de la reproduction. C'est-à-dire que tout le film est constellé du background en fait de son propre traumatisme qu'il est en train de reproduire et que nous suivons en fait par le point de vue de Danny. Donc le point de vue de Danny qui traite à ce moment-là de la médiumnité, donc qui parle de l'extra lucidité pour être surnaturel du coup et paranormal, donc le normatif est repoussé et donc le point de vue de Danny est omniperceptualisé. C'est toutes ces cycles des errances sur son tricycle, mais qui va aussi du coup être complété par l'intégralité du bestiaire en fait démonologique progressif qui va commencer à intensifier son interaction avec lui. Alors, initialement, Jack Torrance, le principal moteur de cet effondrement, cette plongée, cette descente dans l'abîme de l'aliénation par la reproduction, c'est la frustration. C'est une frustration qui est intériorisée puisque le dispositif, c'est qu'il jouit de toute l'attention maximale, extra-normale, du fait de jouir de tout un palace pour lui et du choix de l'accompagnement de toute sa famille jusque dans ce huis clos reculé. Donc il est vraiment, du point de vue narcissique, pleinement comblé de tout ce qu'un artiste peut vouloir d'entourage clé justement pour être porteur à sa création. Or, il échoue à créer, on le voit systématiquement dans sa dualité avec du coup sa capacité d'engendrement scénaristique, donc la figure créative par excellence, des déistes divines par excellence de générativité. On voit que c'est quelqu'un qui est piégé en fait dans la performativité de l'insignifiant, donc qui échoue à la sublimation générative, et donc qui se retrouve en fait comme écrasé par le code, sans adaptation, sans inventivité, sans authenticité, quoi. Et c'est proportionnel à la méandrisation, à la labyrinthicisation que l'espace va commencer à jouer dans la sensation de glissement, d'extra-normalité vers la possession. D'où la question du shining dans le titre, qui est en fait la luminance, la luminosité dans un tel brouillard, dans une telle confusionnalité progressive. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, et là où je veux en arriver et conclure avec la figure des deux sœurs, Already, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, c'est pour ça que, à mon sens, dans Kubrick, on peut pas se porter à ce niveau-là à l'image de la petite fille et de l'infanticide. En fait, c'est pas le vrai sujet qui est traité par Kubrick, c'est que le caractère horrifique, terrorisant, parle de la progression de l'emprise sur Danny. C'est-à-dire que Danny, en fait, dans cette séquence, c'est le moment où, en fait, la schématique symbolique, du fait de son autonomie sur le tricycle, donc le rapport de sa propre autonomie personnifiée sur le trinitaire canonique, c'est un tricycle, c'est pas un petit vélo, c'est un tricycle, ça a été sciemment choisi dans cette configuration-là, donc dans cette propriété-là, et donc c'est le moment où sa propre trinité familiale archétypale, donc père, mère, fils, du coup, elle cherche dans sa propre autonomie à interagir avec la projection de la plongée dans la folie de Jack, qui est du coup amplifiée résonne et figurée en fait par le rôle du décorum, du tiers-lieu en fait participateur, tiers-lieu acteur, c'est un personnage à part entière, l'infernalisation de l'Overlook. Et donc c'est cette schématique-là qui va en fait trouver l'effondrement terroristique, donc toute sa résistance à la possession propre au personnage de Danny, qui à ce moment-là se retrouve saturé, parce que Danny, c'est quelqu'un qui est lui-même déjà dissocié. C'est quelqu'un qui parle avec son petit doigt, l'enfant qui vit dans sa bouche, qui lui donne ses facultés extra-lucides de surcapacité adaptative d'autodéfense face à la possessivité démoniaque de la compulsionnalité de son père, et qui à ce moment-là se retrouve overloadé. C'est là où il y a une cohérence d'ensemble dans l'œuvre de Kubrick, qui a fait aussi
Spartacus, Path of Glory, qui fait Full Metal Jacket, donc qui traite aussi de l'aliénation sacrificielle militarisée, hein, Overload, d'accord, dépopulationniste, surcharge, d'accord. Donc c'est ça qui, du coup, au moment clé de cette scène-là, du coup, vient démontrer jusqu'à la saturation de la capacité extra-normale de Dany à se défendre de toute cette démonologie infernalisante qui progressivement s'abat sur le réel. Et donc, pour moi, c'est ça le sujet de cette scène, c'est-à-dire que c'est le moment où l'allèle, hein, la dualité gémellaire des petites, c'est surtout cette proto-figure de la schizophrénisation programmatique démonologico systémique, hein, qui sera traitée aussi en filigrane dans Eyes Wide Shut. C'est les rituels maçonnico-satanistes des jumelages sur le damier et des dissociations de personnalité post-mengeléennes reprogrammatiques instrumentatoires. Donc c'est vraiment le sujet de l'emprise totalitaire, vraiment suprémaciste, totalitariste, aliénatoire, abjecte, obscène, d'aliénation totale de l'individu, de sa réification totale, par le paradoxe de son dédoublement programmatique, c'est-à-dire qu'on brise la personnalité propre. Le sujet, c'est d'essayer de figurer la dissociation qui évoque en elle-même, du coup, pour les connaissants un petit peu des neurosciences et de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychosystémique, donc l'identité narcissique profonde, qui du coup va être tellement torturée, tellement agressée, tellement menacée, qu'elle va déployer dans cette surcompensation dissociative, hein, les troubles profonds de l'identité multiple. Du coup, ce sont les systèmes de survie qui sont activés, saturés les capacités cognitives cohérentes, normales de l'existence, de l'identité de la personne, et qui du coup sont ces questions des dédoublements. On n'est plus dans le surmoi, on n'est plus dans Dany qui communique de façon conscientisable, puisqu'elle l'écrit, qu'elle passe par le lettré, et donc la capacité de communiquer du coup avec son prochain, c'est pas quelque chose qui est enfermé en lui-même, c'est quelque chose qu'il peut voir, il écrit sur un miroir, donc c'est tout ceci à ce niveau-là reste encore du domaine de la capacité de conscientisation d'ensemble, même si elle est un peu ébréchée, mais là on parle vraiment du coup de la terrorisation vraiment organique, intestine totale. C'est le moment où Dany est filmé avec une figure de terreur. C'est le moment où il est terrorisé vraiment. Donc pour moi, cette scène, la clé, c'est vraiment de parler du point maximaliste, sidérationnel, possessionnel, hein, c'est-à-dire vraiment aliénatoire, de saturation finale des capacités d'autodéfense, hein, donc c'est-à-dire vraiment l'aliénation finale de l'être. Jusqu'à son ego, jusqu'à son anima en fait d'instinct de survie, hein, dans ce sens-là, parce que c'est le propos de Kubrick d'utiliser la force du cinéma, le principe du cinéma, d'expériencer pour du coup doter l'audience du vrai problème de société. C'est-à-dire que Kubrick pense une fonction dotationnelle du cinéma. C'est pour ça que par exemple, je suis un petit peu en désaccord aussi sur la citation du problème soi-disant de Lolita, parce que je connais assez bien la polémique du coup Nabokov-Kubrick. Justement, Kubrick a assumé sans faire trop d'esclandre, mais en fait, il s'est servi de la polémique pour faire l'attrait sur l'expérience selon lui nécessaire de faire l'expérience du film, pour placer le rôle du cinéma justement dans cette fonction dotationnelle, précisément parce que dans son esprit, Nabokov a pas compris le travail d'adaptation, mais Kubrick, lui, avait bien compris le rôle du cinéma, justement, sur l'iconographie. C'est-à-dire que, faut pas oublier que, dans le contexte culturel dans lequel Kubrick est, et où il pense, lui, le rôle du cinéma,
il y a cette iconographie permanente de l'hyper-éroticisation de la femme. Je veux dire, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, on sort des suffragettes qui ont envoyé la jeunesse américaine au charnier. Justement, dans toute sa filmographie, c'est traité en filigrane, hein, avec donc dans Path of Glory, justement, toute cette question du passe-droit aristocratique trans-belligérant, hein, donc il parle bien en fait du filigrane, de cette guerre de classe, de massacre des populationnistes. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui parle. Overlook est un clin d'œil à Overload, à la pensée suprémaciste des populationnistes, puisque dans Shining, il y a plein d'indices sur le programme Monarch. Hein, il y a un poster justement qui est judicieusement placé dans la chambre de Danny, enfin, ou dans le bureau de Jack Torrance, je sais plus. Mais bon, bref, dans tous les Easter eggs en fait qui ont été pensés par Kubrick au moment de tourner Shining, justement, c'est présent en filigrane, ce qui démontre la permanence de la sophistication de sa méta-écriture inter-œuvre de sa filmographie complète, hein, qui du coup s'articule avec le Tower Castle de Eyes Wide Shut, hein, qui pour ceux qui fouilleront vraiment, est aussi le logo du projet Manhattan, hein, le Tower Castle des Rothschild. Donc tout ceci est mûrement réfléchi dans l'œuvre de Kubrick. Et donc ce volet sur la personnification de la jeunesse comme actrice de la perverticisation de la société, il la traite justement pour faire l'expérience de l'audience du vertige. C'est-à-dire que dans sa réflexion chez Kubrick, la cruauté est nécessaire scénaristiquement pour maximiser l'impact expérientiel de l'expérience du film lui-même. C'est ça la fonction du cinéma anticipé par Kubrick. Et donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter chez Kubrick, parce que ça a vraiment été l'objet de son œuvre. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, si vous voulez, là, je pense que c'est une sous-interprétation de ce que Kubrick a vraiment voulu produire comme action de l'œuvre. Hein. Donc c'est pour ça que je tiens à rétablir un peu ça, parce que, en plus, c'est nécessaire de l'expliquer aujourd'hui, parce que du coup, ceci a été mis en articulation avec Orange Mécanique, donc qui parle vraiment justement de la néonormativisation de l'hypercompulsionnalité, hein, ce problème général. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça tombe exactement avec ce qui va sortir peut-être ce soir. C'est pour ça que je me sens obligé de faire cette vidéo là maintenant, qui du coup pour vous va sortir en premier par rapport à ce dont je parle. Et qui du coup, je pense, risquerait à ce niveau-là, chez Kubrick, de fausser un petit peu le véritable avancement qu'il a déjà cherché à produire, doter la société par le niveau d'anticipation de son cinéma. Et donc c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui, parce que précisément cette question de l'exploitation terroristicisante, archétypale de la dissociation gémellaire, elle est aussi maximalisée dans la propagande israélienne avec le maçonnisme siono-inféodé, cette tentative d'hégémon judaïste là. Hein, encore une fois, il n'y a pas de réduction de la judéité à ceci, mais dans ce cas de figure précis, il y a un sous-texte de tentative d'accaparation de la réalité de la physique avancée qui, à mon avis, est nécessaire aujourd'hui pour faire face aux véritables enjeux épicycliques arrivant dans l'histoire de l'humanité, parce que quand j'aurai fini ces triptyques, vous verrez que ma thèse est de plaider le fait que ça a déjà été annoncé en réalité dans la véritable crypticité des écritures originelles, et que c'est une façon d'essayer de se préapproprier les archétypes des figures de ces principes physiques-là pour en profiter, pour installer un narratif qui, lui, est au service de la tentative d'érection d'un hégémon qui, lui, est technodominionnel et techno-totalitariste. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire aujourd'hui de bien maximiser le fait que la population, les audiences, etc., soient bien maîtres à la fois des spécificités symboliques de ces sujets, mais aussi du contexte d'influence culturelle préméditée et systémique qui tente aujourd'hui d'en être fait de façon complexe et de façon perverse, parce que ça fait partie justement de la perversité systémique du piège qui tente d'être déroulé. Et que donc, c'est ça le véritable niveau de sujet
voulu être mis en abîme dès l'époque par Kubrick, ce qui permet du coup de légitimer les populations citoyennes publiques dans leur accès à l'histoire du cinéma dès l'époque sur cette réflexion et qui permet du coup de légitimer les critiques portées à cette perversité systémique qui avait déjà été cherchée à être mise en abîme par Kubrick. C'est ça le vrai niveau de la construction de ces séquences dans la filmographie de Kubrick, à mon sens, pour le connaître assez bien depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, l'avoir étudié de près, c'était une de mes marottes principales dans mon BTS audiovisuel. C'est vraiment un sujet que j'ai vraiment énormément fouillé qui est tout à l'honneur de son auteur à ce niveau-là. Donc autant je suis très content des autres thématiques de l'émission, vraiment sur Méduse, c'est superbe de pertinence, justement l'hellénicisation de bien des déprédations en fait féminicides par justement le bestiaire mythographique hellénistique, je suis complètement d'accord. Combien de fois s'est métamorphosé Zeus pour se permettre en fait de réduire, de réifier des femmes à sa stricte volonté. On peut parler d'Europe aussi par exemple, qui du coup est enlevé, séquestré, et du coup violé par Zeus, camouflé, déguisé, métamorphosé en taureau, donc qui est la figure du Minotaure, mais aussi du vieux Baal. Et c'est là où je veux conclure du coup avec la figure d'Ève, c'est que c'est pareil, c'est-à-dire que la figure originelle du serpent dans l'arbre, c'est un avertissement dès la Genèse de tout le monde pré-adamique, donc c'est-à-dire pré-génésique en fait en réalité, parce que c'est pas seulement Ève, c'est Ève et Adam, parce que on parle du créationnisme en fait restructurateur du divin, de la divinisation, c'est-à-dire de tirer les meilleurs des expériences passées pour repasser à un stade néonormatif de meilleure qualité d'hégémone. Mais en réalité, ce qui est plus cryptique et plus souterrain dans cette figure-là, c'est l'ancien serpent, c'est Ningiz, c'est Ninti dans les mythes babyloniens sumériens originels, de Enki qui goûte un fruit interdit et qui tombe malade, et c'est du coup l'ouverture de son flanc par Ninti qui est créé 8 entités pour le guérir, etc. Et donc ce sont des figures plus anciennes qui ont une capillarité plus profonde sur la véritable étendue de l'histoire de l'humanité, et où donc justement il s'agit aujourd'hui de bien comprendre la véritable signifiance originelle des textes pour justement la distinguer de ces apories dans laquelle a pu sombrer l'Église catholique romaine par exemple. Avec l'aporie de ces églises, l'aporie de ces rapports à l'héréticisation des états augmentés de conscience, etc., qui se coupent en fait de cette véritable vitalisation médicale, médicinale, physiologico-sublimante organiquement, c'est-à-dire matériellement, et qui du coup aujourd'hui a tendance à être surinterprétée de façon assez dangereuse parce que justement ces malmaîtrises qui sont véhiculées sont véhiculatrices, elles, du confusionnisme général sur lequel peut du coup être facilité un chaos influentiel. Et donc c'est pour ça que c'est quand même encore plus qu'être intéressant, c'est aussi extraordinairement bénéfique de pouvoir véritablement remaximiser la dotation totalement aboutie de ces questions sur la société contemporaine, parce que on voit très bien dans ce jeu de recyclage, de réactualisation des mythes anciens, les différents enjeux aussi recherchés dans les détails des réadaptations, et justement ça en dit beaucoup aussi sur la systémique qui tente de nous être déroulée. Donc voilà, je fais pas cette critique à l'émission de Blast, mais ça me semblait intéressant et nécessaire comme complément, parce que justement il se trouve qu'en réalité en profondeur, à mon sens, ça s'articule sur bien des domaines nécessaires d'être en parfaite maîtrise aujourd'hui par le plus grand nombre de la population mondiale possible, justement parce que il réside des nécessités d'évolution et de durabilisation de rapport avec le réel qui sont décisifs par rapport aux enjeux de notre survie collective. Voilà pourquoi je me permets, entre guillemets, de faire ces observations sans vouloir, bien évidemment, être malaisant ou déplaisant. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est justement l'encapacité collective de la meilleure qualité possible. Et donc, c'était une occasion formidable de pouvoir ramener ces petites lumières complémentaires sur un sujet fort bien nécessaire, autant qu'intéressant.
Et donc, attention, disclaimer, forte déstabilisation faisage de lumière sur des sujets de façon assez avancée qui peuvent être particulièrement déstabilisatrices pour des gens peu préparés à la chose. Je le prends de mon entière responsabilité initiative. Il est hors de question de vous incriminer, m'amener ou me forcer ou me contraindre ou m'influencer en quoi que ce soit, prendre cette initiative personnelle. C'est strictement personnel. Mes propres réflexions sur ces sujets, du coup, sont susceptibles de prolonger l'éclairage que vous cherchez à produire sur la question des rapports des constitutions intervenantes des inconscients collectifs et de leurs effets de saturation comme levier sur les comportementalités, sur les psychocomportementalismes. Justement, le Tower Castle, dans le projet Manhattan, c'est Manhattan, donc la question de la maturité sexuelle est potentiellement particulièrement sous-jacente du coup à la concisation de la formule, donc ça reste tout à fait solidement questionnable. C'est le projet donc du développement de la bombe atomique, hein, en anglais, la poupée c'est doll, hein, deux ailes, hein, donc le sourire, le poing et deux ailes, donc la bombe à hydrogène, la bombe thermonucléaire, c'est la question de la relativité du point masse dans la réaction en chaîne de destructivité capacitative la plus scalable. Les premiers tirs originels ne savaient pas si ça allait pas rompre l'atmosphère terrestre, ils l'ont fait quand même. Hein. C'est-à-dire ils se sont permis de prendre en otage l'intégralité de la planète, de risquer de détruire l'intégralité de la composition atmosphérique sans aucune forme de précaution, d'assurance, de contrôle. Et ils l'ont fait, et de multiples fois fait. D'accord? Donc, ça en dit long sur le problème de ce qu'il se passe justement au niveau des psychosystémismes, des inconscients collectifs des élites. Hein. Donc c'est pour ça que nous avons cette nécessité citoyenne justement de faire la lumière sur tout ça. Et donc, moi c'est le point où j'en arriverai dans mes développements annoncé dans cette suite de vidéos sur laquelle je suis en train de travailler. Hein, tout ça est en gestation depuis tout cet été hein, qu'on s'est pris. Hein, je l'ai annoncé régulièrement, c'est une constance. Hein. Je pourrais vous montrer le banc de montage par exemple, mais c'est pareil dans l'affaire Liana, dans toute la filialité qu'on a eue. Donc si vous voulez, cette question du rapport à l'obsessionnalité de la réification non seulement de la féminité, mais je dirais même plus, moi personnellement, encore plus que ça, extensivement, de la générativité, en fait, non pas matriarcale, mais maternelle, c'est le problème, en fait, de la question de la culpabilité rémanente du syndrome de Dieu au niveau de la chimérisation de l'humanité. Parce que le pouvoir de fantasme de toute puissance thermonucléaire, suprémaciste, offensif, expansionniste, colonial. Hein, on rappelle qu'il a été lâché sur Hiroshima et Nagasaki parce que le Japon féodal. On rappelle que l'élite nippone, c'est l'élite nippone impériale dans l'histoire des stratégies, etc., des complots, etc. C'est la première élite noblesse fascisée, hein, autoritaristicisée, qui développe l'idée de simuler une menace hégémonique mondiale comme système de false flag de manipulation de l'intégralité de la planète. Hein. C'est l'ancêtre d'un projet Blue Book, Blue Beam, Majestic 12, ce que vous voulez. C'est l'élite fasciste nippone. Donc, cette question de la relation de la pire destructivité effroyable, offensive, hein, il y a eu pire, il y a eu le test de la Tsar Bomba, mais ça n'a pas été un test offensif, c'était un test équipementiel. Au moment du Japon, il a véritablement été prédatif, au sens vraiment offensif militaire du terme. C'est-à-dire il était aliénatoire, volontaire, finalisé, contre l'humanité, quoi. Et donc, c'est cette question, justement, ô combien intéressante et troublante, derrière, de du coup ce rapport étrange dans cette étrange. Enfin, moi j'ai mes théories personnelles là-dessus. Je pense que ce sont des stratégies de programmation offensive coloniale. Ce sont des techniques de manipulation stratégique. Après, ça n'engage que moi.
Mais je pense que c'est le fond du problème. C'est-à-dire que, si vous voulez, on voit ce rapport surcompensateur réaffirmant du problème de la chimérisation de la nativité. C'est-à-dire que c'est quand même étrange que ce soit les résultats directs de cette saleté permissive, de cette jusque saleté permissive-là dans l'offensivité militaire humaine. C'est-à-dire le résultat des munitions à l'uranium appauvri en Irak, les déformations de l'agent orange au Vietnam, etc., etc., les tumeurs, les difformités post-irradiatives du coup nippones, etc., etc. Donc c'est à ce niveau qu'on voit justement cette question de la cadavérité en fait monstrueuse, chimérique, dans son association avec la figure de la féminité maternelle générative, engendreuse de vie, quoi. Donc c'est-à-dire de la natalité du coup enfantrice, quoi. Et donc je pense que c'est pertinent en fait cette question de la réification de la petite fille aussi omniprésente dans le rapport anxiogène, parce que c'est justement le camouflet idéal pour cacher une véritable entreprise de truchage colonial furtivisable dans la domesticité, exactement comme la cybernétique. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire l'analogie entre la possession réifiante aliénatoire de la figure de l'enfance comme surcompensation coupable se muant en nouvelle modernité de vecteur de frappe, entre la pénétrativité de la cybernétique dans les foyers domestiques, et la réification des figures de la jeune fille. Parce que dans le contexte actuel de cette dysfonctionnalisation totalement anormale de l'État, donc de mise à sac totale du rôle normal attendu de l'État-providence, qui aboutit sur l'interpénétration de la pédocriminalité, de compromat, de déploiement de leviers d'influence géostratégique, offensif colonial, et de la surcompensation de la destructivité de l'organisation sociale dans la prolifération, l'exponentialisation de la pédoproxénétisation. Comment l'expliquer autrement? Donc, je pense qu'il y a vraiment ce problème psychocomportemental diffusant dans justement, encore plus que l'inconscient collectif d'une certaine partie des pseudo-élites, mais je pense véritablement d'une géostratégique de colonialité secrètement au service d'un hégémone qui explique un tel bombardement, une telle entreprise de tentative de néonormativisation offensive qui est en train de vouloir chercher à capturer la dimension industrialisable qui a de tout temps fait partie du secteur cinématographique, quoi. Et je pense que c'est un des gros éléments de réponse au sujet que vous commencez à avoir essayé de lever avec cette interview. Mais ce n'est là que mon initiative perso et je ne vous y engage absolument pas automatiquement. Je me permets des observations, mais je ne me permets pas en fait de vous entraîner dans des incriminations abusives. Car enfin, pour conclure, où est-ce que nous retrouvons la réactualisation de à la fois de la méduse et de la gémellarité dans l'œuvre de culture populaire qui a été la plus impactante de ces derniers temps? C'est bien évidemment la figure des deux jumeaux dans le Matrix avec le mérovingien. Et intéressant de voir que là encore, nous retombons dans la vérité factuelle du réel politicianico-corruptionnel, avec les positions indéfendables de Raphaël Enthoven, qui du coup avait essayé d'évoquer le droit mérovingien au moment de sa tentative de monter en mayonnaise du procès contre les filles, etc., et qui en fait a essayé d'évoquer toute la réserve de généalogité instrumentalisable justement de l'affiliation mérovingienne, etc., et qui en fait ramène de par la situation personnelle d'Enthoven à la figure incestueuse instrumentale et coloniale, de par sa situation avec Carla Bruni, avec qui il a fait un enfant après qu'elle soit sortie avec son propre père. Donc la cohérence du sujet est totale,
Et du coup, ça veut dire que c'est un sujet même de clinicité à traiter en fait publiquement, citoyennement parlant, puisque ce sont en fait non seulement des pratiques tentant de s'affranchir des tabous, mais surtout du droit, quoi, du code pénal, quoi. Et en plus, pour essayer de barboter à côté des figures mandataires, décisionnaires de pouvoir, donc qui ont un véritable impact sur nos existences, quoi. Donc voilà pourquoi ce ne sont pas des petits sujets, et pourquoi nous avons ici des liens qui ne sont pas si ténus que ce à quoi il serait tenté d'essayer de les réduire, avec justement toute l'artillerie lourde. Donc on rappelle quand même que le terme complotiste, hein, c'est cette automatisation du tentative de jetage d'acrimonie pour neutraliser la pertinence critique, hein, la pertinence même diagnostique surtout nécessaire, qui du coup a été déployée par la CIA. Donc dans ces convergences d'angles-là, ces sujets sont non seulement beaucoup moins délirants qu'ils pourraient tenter d'y être réduits offensivement par toute cette systémique, mais surtout nécessaires, quoi. Voilà, donc j'espère que ça peut conséquemment appuyer vos volontés d'établissement de recherche, et j'en serais ravi personnellement.